Radio J. El Mundo Nuestro. Lise Gutmann. Radio J. Et bien sûr, Bella Lustig, Vinida Buena, Bella. Vinida Buena, Lise. Alors Bella, nous avons un éminent invité aujourd'hui. Il s'agit de Sylvain Catan, comédien au cinéma, au théâtre, judéo-espagnol, dont les parents sont nés en Turquie. Bella, la parole est à toi. Merci beaucoup. Oui, bah écoutez, Bonjour. Comme Bonjour. vous le savez, enfin tu le sais peut-être, je suis vraiment fan du cinéma et surtout du théâtre. Donc c'est avec un plaisir immense que nous recevons aujourd'hui Sylvain Catan, que j'ai déjà vu d'ailleurs au théâtre. Et et en plus il est judéo-espagnol, mais oui. vraiment Khalis, le vrai. Puisque Le vrai, j'aime bien. Pourquoi il y a des faux? Khalis, ça voulait dire vraiment Oui, authentique. authentique, en fait. on est d'accord. C'est plutôt ça. Alors, Sylvain, il a quand même joué dans plusieurs films. Je crois environ 17 films, j'ai compté. Oui, quand on compte effectivement les séries, les télés, les films, Ouais. effectivement, on arrive à peu près à ce total. Ouais. Et puis c'est surtout un immense comédien de théâtre. Il a joué dans des théâtres prestigieux, le théâtre Hébertot, le théâtre Le Montparnasse de Poche, etc. Et vous avez dans des pièces quand même très connues de Feydeau, de Sacha Guitry, d'Emmanuel Schmitt. Enfin bon, la liste est longue, hein, mais on peut pas donner tout le... Vous allez nous en c'est-à-dire parler, que, nous oui, raconter 20 comment vous êtes arrivé à ce métier. Ah ça, ouais. 25 ans de carrière, ça donne ça, oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Et vous avez même joué également dans une comédie musicale, je crois. Oui, plusieurs. Bon, vous voyez, donc il a plusieurs cordes à son arc, ce cher Alors, monsieur. c'était des créations avec une troupe, les Gavroches, que je salue au passage, dans les années 85-86 jusqu'à dans les années 92-93. Et j'ai ensuite, avec une école, mis en scène les évangiles selon saint Matthieu, Godspell, la comédie musicale, et Hair. Ah également. oui, Ouais, tout à fait. super. Ouais. Donc en plus, il a une voix. En Oui, plus- d'ailleurs, en plus du reste. je crois que vous avez prêté votre voix sur ce qui avait été fait sur Syntex. Sur Syntex. Oui, tout à fait. Vous aviez pris la voix du renard, je crois, ou Tout je à sais fait. plus. Oui. Ah bah voilà. Bonjour. Il a de multiples talents, Ah oui, Je suis le Sylvain. renard. Ah, c'est intéressant ça. Il y a des poules sur cette planète? Oh, on ne peut pas tout avoir. Et est-ce que vous avez joué en judéo-espagnol déjà? Non, pas encore. Non, Pas encore. Ça va vite. On va l'organiser, Bella, je sens. Avec grand Bon, plaisir. certainement. Alors, pour mieux, quand même, pour que tous les gens qui nous écoutent vous connaissent un peu mieux, bon, déjà, vous allez nous parler un peu de vos origines. Tout à fait. Ah oui, on est là pour ça. D'abord. Alors, effectivement, donc moi, je suis un vrai Parisien né à Montmartre en 1973. Oui. Un vrai Montmartrois. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ma mère est née en 1937 à Paris, mais de parents turcs. Donc c'est la famille Benbassa, arrivée en France dans les années 30. Et mon père, né à Izmir, ils ont vécu à Milas, et ils allaient pas loin à Güllük pour leurs vacances. Et là, ils sont restés donc, eux, en Turquie, depuis le moment où ils ont été chassés d'Espagne en 1492, Voilà, jusqu'en 1945-46, où ils sont arrivés Ah oui. en France. Ils sont arrivés à Pau, tout d'abord. Ça, c'est la famille Catan. Ils sont arrivés à Pau. Et puis, ils sont montés un peu plus tard à Paris. Du côté Benbassa, ils sont arrivés en France, à Paris, dans les années 30. Ils y sont restés, on y est encore, avec évidemment la période de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu, pour la famille Benbassa, puisque la famille Catan n'était pas encore en France, ils se sont enfuis en 1941, à Lyon et puis à Nice, où ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Et ils ont pu récupérer leur appartement qu'ils avaient dû quitter suite à dénonciation. Ils ont pu le récupérer en 1945. Et ils ont été protégés, vous m'avez dit, par leur passeport turc. Eh oui, c'est une histoire extraordinaire. Jusqu'en 1941, au moment où les lois se sont durcies, ils étaient
protégés. Alors, c'est une façon de parler, mais enfin, c'est hallucinant de se dire que ils ont été protégés par le régime nazi. Et c'est ça parce que... Alors, ils n'ont pas été protégés par les nazis, mais par le régime qui était en place, un régime politique qui était en place et qui disait la chose suivante, on ne touche pas aux citoyens turcs. Exactement. Oui, c'est ça. Et ne touchant pas aux Et citoyens ben là, turcs vous parce que... connaissez Alors moi, je connais l'histoire, parfaitement, dans parce la que mes famille. parents également, enfin Voilà. surtout maman, malheureusement mon père n'y est non, il payait une cotisation annuelle et elle était reconnue comme turque et nous avons été sauvés pendant la guerre dans les derniers trains. Voilà, alors nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, mon grand-père qui était dentiste, rue Lafayette, dans le 9e arrondissement, eh bien... Et qui s'appelait donc lui Katan. Non, Ben Bassa. Ben Raïm Bassa, pardon. Raïm Ben Bassa, qui était dentiste, eh bien lui, figurez-vous qu'à un moment donné, des clients qui venaient se faire enlever les dents, juste avant la guerre et pendant la guerre, il y a une recrudescence de patients qui venaient se faire arracher leurs dents en or, pour effectivement les faire fondre, pour avoir de l'or. Pour avoir de l'argent. Voilà. Et à un moment donné, certains de ces patients leur disaient « Raïm, toi, t'as tellement de la chance d'être turc ». Et là, avec quelques amis, ils se sont dit « Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse ». Ils ont monté un réseau de faux papiers pour créer des ascendances turques et essayer de sauver toutes les personnes qui pouvaient sauver. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette histoire, avec d'autres histoires, sont compilées dans des bouquins d'histoire aux États-Unis sous un nom qui s'appelle The Ben Bassa Case. Ah oui. Ouais, quand même. Et ça n'a pas été traduit en français. Qui n'a pas été traduit en Mais français. il faut faire quelque chose Ben là. voilà, je Vous milite n'avez depuis pas des écrit années. sur votre famille. Vous faut devriez écrire et écrire. transmettre Pas au encore. mémorial Oui. de la Shoah. Pas encore, mais c'est en cours parce qu'il y a une deuxième histoire, mais qui est en relation évidemment avec celle-là, qui concerne en fait des œuvres d'art qui ont été spoliées et qui ont été alors retrouvées, je ne sais pas, mais en tout cas répertoriées. Et il y a une procédure en cours parce que les noms d'artistes sont très prestigieux. Ah oui. Il y a 7 ou 8 tableaux qui Que possédaient vos grands-parents qui ont été effectivement et qui avaient été spoliés. exactement et par, qui les se nazis. trouvent de par le monde. Voilà. Ah oui. Et on est en train de les retrouver alors. Exactement. En D'accord. train de les chercher, de les En retrouver. train de ça. les chercher. Donc ils n'ont pas été retrouvés, mais on sait de quel tableau Oui. il s'agit. Oui, C'est important. tout à fait. Donc, alors vos parents, vos grands-parents, ils parlaient judéo-espagnol. Ah oui, à la maison, c'était vraiment la spécialité pour qu'on ne comprenne pas. Bah oui. Ce qui se passait, c'était de parler judéo-espagnol. Alors ça concernait essentiellement ma grand-mère, Oui. parce que mon grand-père, Raïm Ben Bassa, le dentiste, est décédé en 67, l'année de mariage de mes parents. Donc moi, je ne l'ai malheureusement pas connu puisque je suis né en 73. D'accord. Mais ma grand-mère, chez qui on vivait, rue Lafayette, la chambre de mon frère de mon frère et moi, c'était le cabinet de dentiste, c'était la Ah chambre oui. d'opération de mon Ah grand-père. oui. On a vécu D'accord. dans cet endroit-là, en fait, jusqu'en 1983, c'est-à-dire la disparition de ma grand-mère. Et en fait, elle parlait effectivement judéo-espagnol, et c'était surtout pour qu'on ne comprenne pas. La seule chose qu'on pouvait comprendre, c'était l'agacement de ma grand-mère, parce que moi, je mangeais pas, je mangeais rien. C'était un enfer que j'ai transmis à mon fils maintenant. Bon, Qui- il faut qu'il mange là. Vous faut lui qu'il faites mange. écouter Ouais. l'émission. Mange, Ferdinand, mange. Effectivement, c'était come la carne que te come el gusano. Et ça, je comprenais. Ça, c'est des phrases qu'on a toujours entendues. Eh Manger, oui. manger. Voilà, De que no estás comiendo? C'est terrible. Pourquoi tu ne manges pas? exactement. À comer, Ouais. c'était toujours la première des choses quand les gens arrivaient. El cafico Si, el capico et la comida. et la comida. Alors, est-ce que vous avez été en Turquie? Non. Oui, Vous avez été quand oui, même j'étais sur en les lieux. Turquie. J'ai pas été sur les traces mais là aussi c'est pareil, c'est en cours parce que mon oncle, qui effectivement lui y est retourné il y a pas très longtemps, a pris des photos de la maison. Alors là, je parle du côté Katan parce que ma mère Ben Bassa n'a pas de frères et sœurs, mais du côté Katan, on a les photos de la maison à Milas, et donc c'est prévu effectivement d'y bien. retourner. Mais alors, vous avez certainement des souvenirs quand même, des repas, des fêtes, etc. Oui. Vous Les mangez repas. Ça, c'est bien. judéo-espagnol dans la vie. Moi qui ne mangeais rien, les seules choses que je mangeais, c'était les frittadas
Bah Les oui. borriquitas. Les borriquitas. Évidemment. Les C'était la filas. seule façon, Los les filas, c'était bizcochicos. los bizcochicos. C'était dès qu'on arrivait chez les cousins de la famille Ah, bah, que je salue, Policar, effectivement, c'était los bizcochicos. Chicos. C'était les keftés, c'était effectivement las borriquitas. C'était Ah, la seule façon de me faire manger des épinards. Bah, bien ça sûr, m'étonne pas. c'est la tapada meilleure. et tout ça qu'on Ah oui, faisait. et C'est la meilleure façon, oui. Vous avez quand même toujours les odeurs, alors. Oh là là, oui, Non, oui, non, oui, extraordinaire. c'est- Est-ce que vous-même- là, en parlant, j'ai faim maintenant. Ah bah, Bon, Je vous remercie. Oui, c'est bah, dommage, toi. j'aurais dû faire des borriquitas, je vous aurais amené. Ah oui, Ouais, ça, c'est la vrai. prochaine fois, promis. Mais est-ce que vous continuez à perpétuer la tradition de cette cuisine? Oui, alors pas sur les beureks parce que effectivement, pour l'instant, c'est un peu trop compliqué pour moi. Mais par contre, les courgettes farcies que Ah faisait oui. ma grand-mère Ça, avec ma les maman les plats faisait qui différemment. qui Ouais. mijotaient pendant des heures et des heures, comme elle disait, dans un grand choukal. Ouais. Qu'elle faisait El Jucal, c'était le pot. Oui, Trop bien drôle. sûr. et qu'elle faisait mijoter comme ça pendant des heures. Et ça, j'ai gardé. Ça, j'ai gardé. C'est formidable. Ouais. Alors écoutez, on va quand même un petit peu évoquer votre carrière. Mhm. Alors d'abord, quel a été le déclic et la motivation pour choisir ce métier? C'est pas évident, hein. Il n'y a pas de déclic. Je suis Ah né bon. comme ça. Je suis né comme ça. Il est né comédien, il est Sylvain né Caton. comédien. Probablement. C'était dans les jeunes de Oui. vos parents? Vos Non. parents étaient dans le cinéma? Non, dans pas le- du tout. Mon père aurait voulu devenir comédien. Ah, quand même. Il était au cours chez Simon. Ah Ah oui, oui. c'était Ouais, la- tout à ah bah fait. oui, c'est quand même Mais prestigieux. il a pas fait carrière. Et vous savez, c'était dans les gènes. Je suis pas quelqu'un de très mystique, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est que je suis né le 18 février 1973 et Molière est mort le 17 février 1673. Ah Bah oui, voilà. quand même. Je ne peux pas en être une Ce réincarnation. sont des parce que je ne suis coïncidences pas- quand même. Mais il y a cette coïncidence, Non. il y a ce truc qui m'a toujours suivi. Ma maîtresse de deuxième année de maternelle, Monique Varenne, que je salue au passage, qui vient toujours voir mes spectacles à l'heure actuelle. Ah oui. Ah oui, c'est De formidable. deuxième année de Marguerite. maternelle, on parle de ça, c'est donc en 77-78, dit à mes parents, vous savez, il faudra que vous en fassiez un clown. Alors mes parents rigolent, elle dit, ah non mais moi ça me fait pas rire du tout. Parce qu'il fait des bêtises en classe. Alors, je le gronde parce que je suis bien obligé par rapport aux autres, mais c'est tellement drôle ce qu'il fait. Je me retourne pour rire. Il a cette capacité à capter son public, son audience. Il faudra vraiment que vous en fassiez un clown. Quelques années plus tard, en 1983, je suis, au moment du décès de ma grand-mère, je suis à l'école du cirque chez Annie Fratellini. Ah oui. Bah, Et là, Ah non, mais À la là, fin, c'est un c'est vraiment, destin. C'est Là, un vous êtes destin. plongé déjà dans Oui. le l'équipe spectacle. veut me garder 3 ans plus tard. Mes parents disent, oh, on va se calmer. Non, il faut qu'il fasse sa scolarité normale. Alors, on ne le savait pas à ce moment-là parce que j'ai pas été détecté. Mais si j'avais été détecté, je serais ce qu'on appelle aujourd'hui un TDA. Donc, C'est-à-dire trouble de déficit de l'attention. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, oui. voilà. Et la seule chose qui me concentrait, c'était d'apprendre des textes, c'était l'acrobatie, c'était marcher sur un fil, c'était toutes ces activités que je faisais donc à l'école du cirque et par la suite au théâtre. Ça a été l'étape suivante tout à fait naturelle. Vous êtes Ah passé là par là. l'école de Périmonie aussi. Exactement, les cours Périmonie. Oui, qui est très, très, Ah, très connu. En 1993. Oui, beaucoup d'acteurs sont sortis justement Exactement. de ces cours. Oui. Absolument. Et puis, en 1997, Colette Brosset a pour projet, avec son petit-fils, de remonter les Branquignoles. Ah oui, bien Oh là sûr. Et là. elle demande à Jean Périmonie, on n'arrive pas à le trouver, il nous faudrait notre Louis de Funès, on n'arrive pas à le trouver. Et Péri dit, oui, ne t'inquiète pas Colette, oui, je l'ai. Ah mais ne me l'envoie pas, ne me l'envoyez pas Jean comme ça, noyez-le dans un groupe. Et il y a un groupe d'une vingtaine de comédiens qui allait sortir quelques mois plus tard de l'école, de 3e année, du cours Périmonie. Et je suis noyé dans ce groupe-là. Et arrivé à l'audition au théâtre... Ah oui, je vous interromps. ouais, Il voulait pas qu'on lui dise qui vous étiez, oui, mais il voulait vous-même oui, vous retrouver oui, au tout à fait. milieu du groupe. Ouais. Voilà, c'est Ah, ça. Ne c'est me dis pas- incroyable. ne me dis pas qui c'est, on va essayer de le retrouver. C'est fou. Et lorsque je suis arrivé, j'étais avec tout hirsute, en salopette. Colette Brosset et son petit-fils Mathieu, qui était assis au Théâtre des Deux Ânes, où il y avait l'audition, me voient arriver, comme s'il me regarde passer. Je dis, pourvu que ça soit lui, pourvu que ça soit lui, pourvu que ça soit lui.
je passe l'audition. À la fin, on me demande et dites-moi, jeune homme, vous jouez du piano? Je dis oui, depuis l'âge de 5 ans. Ah, c'est lui. Et c'est comme ça que j'ai été embauché. Pas parce que j'étais comédien, parce que je savais jouer du piano. Incroyable. Parfois. Comme quoi. Alors, vous avez joué plusieurs pièces, et quand même une question que je me pose toujours, comment faites-vous pour mémoriser les textes à une rapidité inouïe et de changer du classique au moderne? Là, il y a quand même une méthode. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous avez un cerveau qui n'est pas le même que le nôtre. Alors, Ça, c'est déjà, possible, Belle. Hein. oui, c'est tout à fait possible. Déjà, je suis très heureux de savoir que j'ai un cerveau. C'était pas chose gagnée en ce qui me concerne. Ah non, mais pour nous, oui, c'est évident. Une toute petite anecdote. J'avais eu un petit souci de santé et j'avais été faire un scan au cerveau. Ouais. Et le docteur qui me reçoit me dit « Asseyez-vous ». Ah, merde. Ça commence mal. Bon, écoutez, je vous confirme que vous n'avez rien dans le cerveau. Je n'en demandais pas moins. Merci, je suis sauvé. Donc, j'ai donc un cerveau. Par contre, effectivement, apprendre les textes, en fait, il y a différentes méthodes. En fait, ça dépend si on est au cinéma, si on est au théâtre. Et puis, ça dépend d'un truc très, très simple. Si le texte est très bien écrit, il s'apprend en claquant des doigts. Ah vous oui, le d'accord. lisez et vous l'imprimez déjà. Oui, pas de manière aussi bien immédiate, sûr. parce que en tant que TDA, trouble du déficit de l'attention, j'ai pu avoir des problèmes de concentration. Il va rester TDA toute sa vie, là. Et oui, on peut avoir des problèmes de concentration, mais effectivement, quand les textes sont bien écrits, on les retient très facilement parce qu'on comprend les situations. Moi, j'apprenais pas mes leçons, j'étais pas un très bon élève, je les retenais, surtout en histoire. J'avais pas besoin de les Vous apprendre. étiez déjà préparé à faire ce métier. Ah, complètement. Il n'y a pas de problème. Complètement. Bon, alors, parlons très vite de vos projets quand même, c'est très important. Ah oui, alors, on a terminé il n'y a pas très longtemps au Théâtre de Poche Montparnasse, dont je salue l'équipe de Philippe Tesson qui nous a quittés, mais qui nous regarde et probablement et qui nous écoute. Oui. Depuis 7 ans, je travaille au Théâtre de Poche Il est Montparnasse. magnifique. On jouait donc The Story de Edouard Albee jusqu'à la fin du mois de novembre. Là, j'ai un film qui est toujours sur les écrans qui s'appelle Iris et les hommes, de Caroline Vignal. Avec Laure Calamy. Voilà, qui est toujours sur les écrans. Et j'ai différents projets, mais un qui me tient à cœur, qui est une pièce que j'ai écrite, qui s'appelle Le Banquier du Diable. Alors, ça va pas vous plaire ici, mais je pense que c'est important quand même de parler de ce genre de choses. Pourquoi ça va pas nous plaire? Le Banquier du Diable, c'est l'histoire de Hjalmar Schacht, l'homme qui a amené Adolf Hitler au pouvoir. C'est intéressant, c'est c'est historique. formidable. C'est historique. Très important actuellement Personne de ne parler connaît de tout ça. ce bonhomme. Il a été ministre de l'économie d'Adolf Hitler. Ah oui. Il fait partie des personnages très troubles parce que il était à la fois contre ce qui s'est passé, notamment la nuit de cristal, parce que c'était contre-productif, en fait. Pas parce qu'il aimait particulièrement les juifs, il s'en foutait complètement. Par contre, c'était contre-productif économiquement. Là où c'est plus trouble, c'est qu'il fait partie de ceux qui ont signé les premières lois anti-juives. Et pour ça, évidemment, il a été emmené au tribunal de Nuremberg. Tribunal de Nuremberg où il a été acquitté. Donc c'est un personnage très trouble, très particulier. Et donc j'ai écrit cette pièce qui s'appelle Le Banquier du Diable. Ça va sortir bientôt. On espère. Eh bien, vous Si viendrez... des personnes me suivent sur ce projet. Vous viendrez nous en parler. Avec grand On plaisir. ira vous applaudir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Le temps Alors a pour passé. clore, Oui. Alors j'ai choisi une chanson que mon père chantait les yeux fermés parce que ça lui rappelait la Turquie, que Lise tu connais très bien. Oui, c'était la Yul chanson de Pembe. ma grand-mère. Voilà, donc Yul c'est Pembe. les couplets sont en judéo-espagnol et le refrain est en turc. Alors, Avec on va plaisir. écouter. écoute ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sylvien Catan. Belle à Lucie, qu'on se retrouve très vite Avec plaisir. dans le studio Merci de Radio beaucoup. J. Merci d'être venu, vraiment. Merci à Merci, vous. hein. Merci. Au revoir. Grand merci à vous.